Bonjour à tous et à toutes, c'est Alexis Rasti pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous êtes désormais une cinquantaine sur YouTube à me suivre, et ça, je vous en remercie. Et donc, pour vous remercier de votre fidélité par rapport à ma chaîne YouTube, j'ai donc décidé de vous faire une vidéo spéciale sur la biosphère dans le futur. Non, mais tu peux d'abord nous expliquer ce que c'est qu'une biosphère, s'il te plaît? La biosphère, c'est l'ensemble de tous les autres vivants, mais aussi de leur milieu existant sur notre belle planète, la Terre. Voilà, et maintenant ça te suffit comme définition ou je dois encore en rajouter? Non, c'est bon, tu peux continuer. Bon, reprenons où nous en étions. Je vais donc vous parler de la vie dans le futur, grâce à un livre que je vais critiquer et que je vais vous faire découvrir lors de cette vidéo. Cet ouvrage a été publié le 27 mai 2015, donc il est récent, et édité par l'édition Belin. Il s'agit de Demain, les animaux du futur, réalisé par Sébastien Steyer, un paléontologue au CNRS, spécialisé sur la paléobiologie au Paléozoïque, et enfin, réalisé aussi par un deuxième auteur, il s'agit de Marc Boulet, un sculpteur animalier de renommée. Avant de critiquer ce livre et donc de vous le faire découvrir, je vais d'abord installer l'introduction du livre, c'est-à-dire le début, qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive dans 10 millions d'années dans le futur. Pourquoi l'homme s'est-il éteint? Car en effet, vous vous doutez que je ne vais pas parler de l'homme dans ce livre. L'homme s'est éteint et il n'y aura plus donc de présence humaine dans le futur, ni même ces incroyables constructions. Toutes les grandes infrastructures auront disparu d'ici 10 millions d'années. Je vais donc vous parler de l'extinction massive de l'Holocène et de tout ce qui s'est produit juste avant les scénarios de ce livre. Je peux te poser une question? Ouais, vas-y, pose-la ta question. Eh bien, c'est quoi le rapport entre le futur et la paléontologie? Puisque la paléontologie, j'ose espérer qu'on parle du passé. Eh bien, c'est simple. La paléontologie est une science passionnante permettant de reconstituer l'histoire du vivant. En paléontologie, on étudie les chemins évolutifs des différents types d'organismes ayant existé dans 4 grandes ères. Le protérozoïque, le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. En paléontologie, on étudie aussi les différents types d'environnements où ont vécu d'innombrables types d'organismes passés découverts grâce à l'étude des fossiles. Eh bien, ça se rapproche, c'est presque ça, mais j'arrive toujours pas à décerner le rapport entre la paléontologie et le futur. Eh bien, la paléontologie est la science la plus apte pour imaginer la vie dans le futur, grâce évidemment entre autres à l'étude de l'évolution chez différents types d'organismes, mais aussi grâce aux extinctions massives des espèces. La paléontologie peut donc essayer, tout du moins essayer de prévoir quel type d'organisme ou quel type de morphologie pourrait être donc adapté dans le futur. Car en effet, on ne peut pas prévoir le futur. L'évolution n'est pas prévisible, elle est constante et elle peut changer tout simplement au gré des types d'habitats où vivent d'innombrables créatures, d'innombrables organismes vivants. Si un environnement change, l'animal va donc évoluer pour survivre et donc s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, environnementales. Bref, l'évolution n'est pas vraiment prévisible et tout du moins, on peut tout du moins donc essayer de prévoir ce qui se passe, mais c'est peut-être totalement le contraire. C'est totalement, peut-être que ça se passera pas du tout comme ça. Ce qu'on appelle donc de la biologie spéculative. Tous les êtres vivants que vous allez donc découvrir dans ce livre ne sont qu'imaginés. Ce ne seront pas les vraies formes de vie qu'on trouvera dans le futur. En effet, comme je vous l'ai dit, l'évolution n'est pas réellement prévisible. On ne peut pas prévoir ce qui se passera dans l'évolution puisque déjà, on a du mal à prévoir ce qui pourrait se passer dans le futur. L'extinction ici de l'Holocène va donc avoir une grande importance chez la plupart des formes de vie actuelles, donc chez les chemins évolutifs des organismes actuels. Voilà. Donc, c'est qu'un scénario parmi tant d'autres pour le futur. Ah, donc c'est un monde imaginaire réalisé par des paléontologues. C'est-à-dire que les différentes caractéristiques morphologiques qui étaient prises dans le passé ont été reproduites dans le futur. C'est ça? Eh bien, en version plutôt simpliste, en effet, c'est à peu près ça. En réalité, c'est un monde imaginaire, mais tout du moins plausible, qui a été réalisé par des paléontologues. Et puisque, pour la plupart du temps, l'évolution se répète, au gré de différentes caractéristiques morphologiques, qui se répètent donc dans le futur, on arrive quelque peu à prévoir les chemins évolutifs de certains organismes. Surtout qu'aujourd'hui, on va parler de l'extinction massive de l'Holocène, et comme vous allez le voir, il est plutôt facile de prévoir quels seront certains destins de certains types d'organismes, surtout chez les mammifères et chez les amphibiens.
Aujourd'hui, nous vivons la 7e extinction massive de l'histoire du vivant, l'extinction massive de l'Holocène. Je vais désormais vous en parler et j'espère que ça va vous intéresser puisque ça concerne directement nous, les êtres humains ou Homo sapiens sapiens. Allez, c'est parti. Depuis environ 13 000 ans, fin du Pléistocène, la Terre connaît une vague de disparition massive des espèces. Il y a deux facteurs à cela. Un réchauffement climatique brusque et rapide, faisant reculer les calottes polaires vers les pôles, a entraîné la disparition de très nombreux habitats. De ce fait, cela a causé la disparition de la mégafaune sud-américaine, australienne et européenne. Enfin, la chasse intensive perpétuée par Homo sapiens a provoqué ou participé à l'extinction de nombreuses autres espèces. Ainsi, le dodo ou Raphus cucullatus s'est éteint en 1689 en île Maurice pour cause de chasse intensive. C'est l'une des victimes animales les plus connues par l'homme. Aujourd'hui, c'est la déforestation, la pollution, le braconnage, la surpopulation et la surpêche qui ont raison d'innombrables espèces animales et végétales chaque année. Ainsi, nous détruisons l'habitat naturel de très nombreuses espèces. Les émissions de gaz à effet de serre provoquent un réchauffement climatique brusque et rapide qui nous propulse dans une nouvelle période tropicale. Oh, c'est triste. En effet, tout ça à cause de la bêtise humaine. Ainsi, d'ici 2050, 40% des espèces végétales et animales auront disparu. Nous sommes donc dans une nouvelle crise biologique. Quelles espèces, familles et groupes animaux seront les plus touchés lors de l'extinction massive de l'Holocène ? Eh bien, ce seront les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les poissons, chondrichthyens et actinoptérygiens qui seront les plus touchés lors de l'extinction. Cela va sans dire que les espèces déjà menacées d'extinction aujourd'hui seront les premières à disparaître dans un futur proche. Ainsi, les gorilles et les éléphants d'Afrique devraient avoir totalement disparu d'ici 2025. D'ici 2030, ce seront les guépards, les rhinocéros d'Asie et d'Afrique, les éléphants d'Asie et les orang-outans, mais aussi de nombreuses espèces de poissons comme le Rhincodus typus ou requin-baleine, des cétacés comme les belugas ou les narvals, et d'innombrables espèces d'amphibiens qui disparaîtront. Cette grande crise biologique aura aussi raison de notre espèce. Car même si nous survivons à cette extinction massive, nous sommes condamnés à disparaître. En effet, tout organisme vivant apparaît, évolue et disparaît. Ainsi va la vie. Chez les grands mammifères, la durée de vie d'une espèce est estimée à entre 2 et 5 millions d'années. L'homme n'y échappera pas. Quelques exceptions cependant avec le hyénodon qui, en tant qu'espèce, a existé pendant 20 millions d'années. Prenons maintenant le livre Demain les ennemis du futur pour découvrir la vie sur Terre dans 10 millions d'années. Pour commencer, situons-nous dans l'échelle des temps géologiques de la Terre. Dans le scénario du livre Demain les ennemis du futur, nous sommes plongés 10 millions d'années dans le futur, dans un monde quelque peu différent de celui d'aujourd'hui. Après la grande extinction massive de l'Holocène qui conduisit à l'extinction de notre espèce, Homo sapiens sapiens, nous sommes entrés donc dans une nouvelle ère géologique de la Terre, le Néozoïque inférieur. Le Néozoïque est une grande ère géologique précédant le Métazoïque qui s'étendra de 120 millions d'années dans le futur à plus d'1,8 milliard d'années, donc une très grande ère. Et il suit le Cénozoïque, une grande ère géologique que nous vivons en ce moment, qui s'étend d'aujourd'hui à environ 65 millions d'années dans le passé. Dans ce scénario, la Terre connaîtra un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, dans 10 millions d'années. Le niveau de la mer sera lui aussi beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, de 25 à 30 mètres de plus qu'aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Prenons cette image que j'ai moi-même réalisée. On voit la Terre dans 10 millions d'années. La mer Méditerranée aura dans 10 millions d'années totalement disparu, dû au fait que la plaque africaine est entrée en collision avec la plaque européenne et asiatique, donc la plaque eurasique. De ce fait, cela causera la naissance d'un nouveau supercontinent. L'océan Atlantique, lui, s'élargira au fur et à mesure que les Amériques se déplaceront vers l'ouest. Quant à l'Antarctique, ce continent va être à la fois recouvert de toundra, de forêts de type conifère et d'eau. En effet, il y aura encore des calottes polaires sur l'Antarctique, heureusement parce que sinon le niveau des mers serait de 120 mètres plus haut qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus important. L'Antarctique sera donc un continent à multiples habitats où d'innombrables formes de vie et organismes pourront recoloniser ce continent.
Au Néozoïque inférieur, c'est-à-dire dans 10 millions d'années, les auteurs nous plongent dans les abysses à plus de 3000 mètres de profondeur. La faune marine que nous allons maintenant découvrir est bien différente de celle d'aujourd'hui. En effet, après la grande crise de l'Holocène, de nombreuses espèces ayant survécu à l'extinction, comme le groupe des mollusques céphalopodes ou des dinosaures aviens, ont connu ce qu'on appelle une radiation évolutive. Quoi? Non mais d'abord, tu peux nous expliquer ce qu'est une radiation évolutive avant de continuer? Tu sais que tu vas vite commencer à m'énerver, toi. Une radiation évolutive, c'est l'évolution rapide d'une espèce, commune à une grande variété d'espèces descendantes de celle-ci, et caractérisée par une grande diversité morphologique et écologique. Chaque nouvelle espèce vont alors se spécialiser dans diverses niches écologiques laissées vacantes. Et comme vous l'avez compris, cela se produit généralement après une extinction massive des espèces. Ça te suffit comme définition? Oui, c'est bon, j'ai compris. Dans cet océan du futur, les poissons se sont tous éteints lors de l'extinction. Enfin, presque tous. Le Stégoïschictis, un petit poisson du clade des actinoptérygiens et de l'ordre des siluriformes, est l'un des rares poissons de cet océan futur. Ce poisson bien particulier est recouvert de plaques osseuses pour le protéger de l'intense pression exercée au fond des abysses. Ne mesurant que quelques centimètres de long, il doit faire probablement partie de la base de la chaîne alimentaire. De plus, ce poisson, vivant en grand banc, est capable d'envoyer de grandes décharges électriques pour assommer une proie ou, au contraire, pour se défendre face à un prédateur. Pour ma part, je pense que la morphologie du Stégoïschictis est parfaitement plausible et très bien adaptée à son environnement. Par contre, je ne crois pas que, par exemple, les chondryptiens, ou poissons cartilagineux, disparaissent. Les requins, par exemple, existent depuis environ 400 millions d'années. Ils sont incroyablement diversifiés, à la fois morphologiquement et écologiquement, et ils démontrent de très grandes capacités d'adaptation. Et pour cause, ils ont survécu à toutes les grandes vagues d'extinction massive que la nature leur a imposées. En effet, les requins, je ne pense pas qu'ils disparaîtront. Même si ils sont aujourd'hui menacés par exemple, la surpêche, le trafic d'ailerons ou la pollution, ils survivront une fois de plus et je pense qu'on pourra les retrouver encore dans les océans dans 10 millions d'années. Revenons à Stégoïschictis. Du fait de sa taille, Stégoïschictis est donc une proie facile pour tout grand prédateur. Mais alors, les océans sont alors dépourvus de requins et de cétacés. Mais dans ce scénario, les Stégoïschictis ont eux aussi leurs prédateurs. Il s'agit du Bentogerinus, un amphibien géant. Bentogerinus est la plus grande et la dernière espèce du groupe des amphibiens. C'est l'espèce la plus imposante chez les amphibiens car, chez la femelle, elle mesure environ 40 mètres de long. Et chez le mâle, qui est plus gracile et plus petit, sa taille est estimée à plus de 20 mètres. Ce sont donc les géants du futur. Mais comme je vous l'ai dit, Bentogerinus est la dernière espèce du groupe des amphibiens. Et oui, aujourd'hui, à cause des activités humaines, de la pollution et du réchauffement climatique, la plupart des espèces d'amphibiens sont aujourd'hui menacées, ou en voie d'extinction. Bentogerinus est donc le dernier amphibien. Même avec leur taille imposante, les baleines ont aujourd'hui des prédateurs, comme les orques. Il est donc tout à fait possible que les Bentogerinus aient aussi des prédateurs, c'est ce que nous allons découvrir. Ces prédateurs sont des mollusques céphalopodes mesurant plus de 10 mètres de long. Ces monstres intelligents, vivant et chassant en groupe, sont au sommet de la chaîne alimentaire dans les océans. Ils sont l'équivalent de nos orques actuels. Ce mollusque céphalopode se nomme Rhombosepia. Rhombosepia a pour plus proche cousin actuel les seiches, qui sont d'ailleurs très proches de par leur morphologie. Rhombosepia imperator et ses cousins vont donc conquérir tous les océans et occuper les niches écologiques laissées vacantes par les poissons. Enfin, s'il y a une hécatombe parmi les espèces de poissons de l'Holocène. Effectivement. Passons maintenant à la vie dans les rivages, dans les mangroves et sur les continents. Après le voyage dans l'océan, les auteurs nous entraînent quelque part entre l'Europe et l'Afrique sur le littoral. En réalité, c'est plus précisément sur une plage faisant partie d'une immense mangrove appelée mangrove infinie. Cette mangrove arbore une flore luxuriante. Des étranges plantes à fleurs comme les néomiones aux immenses palétuviers formant des forêts denses et grouillantes de vie. La faune, elle aussi, est incroyable. D'immenses chiroptères ou chauves-souris volent au-dessus de la mangrove. Ces chauves-souris sont nommées Velocipterus. Les Velocipterus peuvent atteindre environ une taille de 2 mètres d'envergure. Voici à quoi peut ressembler un Velocipterus, car faute d'images sur le net, je suis obligé de vous montrer mon livre. Elles se nourrissent de poissons, d'oiseaux juvéniles et d'amphibiens, mais aussi de céphalopodes. Contrairement à ses cousines actuelles, Velocipterus vit le jour,
Elle a un mode de vie diurne. Mais voilà, Velocipterus n'est pas le maître des cieux. Son prédateur est lui aussi un chiroptère. Et il est d'une taille colossale. Il s'agit du Gigapterus tropospherus. Cela signifie aile géante. Gigapterus mesure 15 mètres d'envergure. Une taille qui dépasse les records déjà atteints par Atsegopteryx et Quetzalcoatlus qui avaient atteint une taille de 14 mètres d'envergure. Gigapterus devient alors le plus grand animal ayant jamais volé. Gigapterus est aussi parfaitement adapté au milieu aérien. Tout comme les oiseaux, Gigapterus est pourvu de sacs aériens, lui permettant d'être plus léger, mais aussi d'absorber une très grande quantité de dioxygène. De plus, Gigapterus possède aussi une excellente vue pour pouvoir repérer ses proies depuis les airs. Mais ce qu'il y a de plus étonnant chez Gigapterus, c'est le fait qu'il vole toute sa vie. Il ne se pose jamais et il plane sur des distances inouïes. Et enfin, il peut atteindre en vol jusqu'à 7000 mètres d'altitude. Les chiroptères font partie des derniers mammifères. En effet, dans ce scénario, il ne reste que les chiroptères et les rongeurs diurnes qui ont survécu à l'extinction massive de l'Holocène. Si les chiroptères ont survécu, c'est parce qu'ils étaient très diversifiés. Actuellement, les chiroptères se composent d'environ 1000 espèces, soit 1/5 de tous les mammifères. Les chiroptères sont donc le deuxième groupe le plus diversifié chez les mammifères, derrière les rongeurs. Leur diversité morphologique et écologique leur a donc permis de survivre à l'extinction massive de l'Holocène. Tu es sûr qu'ils n'ont pas disparu les oiseaux parce que jusque-là on n'a vu aucune espèce d'oiseau dans les airs. Non mais tu rigoles là. Sache qu'à titre de comparaison, les oiseaux comptent actuellement plus de 10 000 espèces contre seulement 5 000 pour les mammifères. Attends, tu veux dire qu'ils sont 2 fois plus diversifiés que nous? Et oui, en termes de diversité d'espèces, les dinosauroidiens nous dominent toujours. Dinosaures? Mais les dinosaures se sont éteints il y a 66 millions d'années. Faut tout te dire, hein. Bon, soyons bien clairs, les oiseaux sont des dinosaures. On les appelle d'ailleurs les dinosaures aviens. Je parlerai de ça et je préciserai sur le thème quand je ferai une vidéo spéciale dinosaures. C'est bon, j'ai compris, pas besoin d'en faire tout un plat. Bon, je peux continuer alors? Attends, pourquoi on n'a pas vu encore une seule espèce d'oiseau alors dans le livre? Alors déjà, au début du livre, il y a présence de Propelonectes et Neopygoscelis qui sont 2 oiseaux marins que je n'ai d'ailleurs pas évoqués dans la vidéo pour faute de temps. Déjà, tu n'as pas donc bien lu le livre, mais voilà, nous allons enfin passer sur la partie continentale, c'est-à-dire la partie où il y aura des oiseaux. Donc laisse-moi continuer s'il te plaît. Ok, reprenons où nous en étions. Ensuite, les auteurs nous emmènent dans une vaste plaine inondable où vivent d'innombrables espèces étranges d'oiseaux terrestres à pelage rose. Ce sont des Strutiops philippkiki. Ces oiseaux terrestres de grande taille pouvaient atteindre jusqu'à 2 mètres, voire même 3 mètres de haut. Strutiops est aussi appelé autruche flamand, et je pense que vous devinez pourquoi. L'autruche flamand a pour plus proche cousin l'autruche d'Afrique. Mais voilà, cet oiseau est beaucoup plus grand, est muni de pattes postérieures plus longues et beaucoup plus musclées, et d'un bec en forme de spatule. Cet oiseau est fait pour la course et pouvait d'ailleurs courir à plus de 80 km/h, soit 10 km/h de plus que son cousin actuel. De plus, comme la plupart des oiseaux que vous allez voir dans le livre, les pattes antérieures de notre Strutiops ont complètement disparu. Une évolution allant vers l'atrophie complète des pattes antérieures, pourquoi pas. Mais les Strutiops ne sont pas les seules espèces d'oiseaux à vivre dans la plaine. En effet, les Tringapterus, des oiseaux terrestres de petite taille et munis d'ornements osseux sur le crâne, font leur apparition. Il semble donc qu'en absence des grands mammifères terrestres, les oiseaux se sont réadaptés au milieu terrestre, en occupant les niches écologiques laissées vacantes. Les oiseaux dinosauriens dominent donc les écosystèmes terrestres dans le futur. Petit aparté, il y a bien d'autres espèces animales qu'il y a dans le livre et que je ne vais pas pouvoir vous en parler faute de temps. Par exemple la scolopendre volante, puisqu'il y a quelques arthropodes qui ont été évoqués dans le livre, et quelques espèces d'oiseaux que je ne pourrai malheureusement pas vous en parler, faute de temps comme je viens de le dire. En sortant de la mangrove et en entrant à l'intérieur des terres, de nouvelles espèces d'oiseaux de grande taille font leur apparition. Ces oiseaux terrestres à bec de canard sont des Hadronis laetus. Ces oiseaux terrestres de très grande taille, allant jusqu'à plus de 2 mètres de haut, se déplacent généralement en grands troupeaux et sont munis de becs de canard. Ce sont généralement des animaux inoffensifs mais qui peuvent se montrer agressifs si leur troupeau est menacé. Seulement, ces paisibles brouteurs ont, malgré leur taille dissuasif, un prédateur. Il s'agit du Tyrannosaurus rex, le plus grand prédateur
qui vivra dans le futur sur Terre. Ce prédateur mesure environ 3 mètres de haut. Certains individus pouvaient même mesurer jusqu'à 3,50 m de haut. Cet oiseau à l'apparence terrifiante possède un bec puissant et denté lui permettant de déchiqueter la chair de ses victimes. Le plus proche cousin actuel du Tyrannornis rex est le perroquet gris du Gabon. Le Tyrannornis rex n'est pas seulement une bête de muscles, c'est aussi un animal très intelligent qui chasse en meute. En étant très organisé, ils peuvent aussi donc attaquer des proies beaucoup plus grosses qu'eux. Enfin, les Tyrannornis rex ont généralement l'habitude de chasser dans la savane. L'une des proies du Tyrannornis rex est un immense oiseau appelé Girafornis. Cet oiseau est immense. Il est pourvu d'un long cou, d'un bec denté, mais aussi de pattes antérieures hypertrophiées. Et oui, c'est un oiseau quadrupède. Pouvant atteindre une taille de plus de 6 mètres de haut, c'est le plus grand animal qui vivra dans 10 millions d'années sur Terre. N'ayez crainte, Girafornis, tout comme un Dronis, est un animal herbivore. Et pour finir sur notre Girafornis, il faut savoir que son plus proche cousin actuel est l'oie sauvage. Une autre espèce d'oiseau vit dans ces savanes, il s'agit du Néoviraptor. Le Néoviraptor est un petit oiseau terrestre d'environ 60 cm qui est opportuniste et qui est vraiment magnifique. Personnellement, c'est l'un de mes préférés. Le mâle Néoviraptor est pourvu de plumes de couleur très vive et d'une magnifique crête qui orne son crâne. Le dimorphisme sexuel est donc bien marqué chez les Néoviraptors. Enfin, son plus proche cousin actuel est le Corvus corax, ou le grand corbeau. Passons maintenant à l'avant-dernière espèce que je vais aborder lors de la vidéo. Il s'agit du Nosferapoda kinskii, ou le vampire de la nuit. C'est un chiroptère quadrupède. En effet, ses ailes sont devenues des pattes antérieures, pourvues de griffes acérées. Cette étrange chauve-souris vit dans la Méditerranée du futur, devenue un désert. De plus, contrairement à ses cousins, Gigapterus et Velociterus, Nosferapoda a conservé son mode de vie nocturne. Et enfin, il a conservé le régime alimentaire hématophage de son ancêtre, Desmodus rotundus. Par contre, Nosferapoda mesure une taille plus conséquente que son cousin actuel. Il mesure environ 50 cm de haut. La dernière espèce est encore un oiseau. Au beau milieu du désert méditerranéen, le Cosima, un étrange oiseau mesurant entre 15 et 30 cm de long, vit dans la rare végétation qu'on peut retrouver dans le désert. Le Cosima se nourrit presque intégralement de nectar, tout comme son cousin actuel, le colibri géant ou le Patagonia gigas. Mais contrairement à son ancêtre, Cosima magnificens ne vole plus. Il vit désormais dans le milieu arboricole et vit en symbiose avec les plantes. Et voilà, nous avons enfin terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir la chaîne YouTube paléontologique de Les Dinosaures de France, qui est une très bonne chaîne YouTube, je vous la conseille. Dans tous les cas, nous nous retrouverons dans une semaine pour visionner la vidéo Alexis Rastier et les Mésozoïques, épisode 2, les reptiles marins du Trias. Merci aux 50 abonnés et aux 5000 vues, sans quoi il n'y aurait jamais eu de vidéo sur les animaux du futur. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir. Écrivez des commentaires et partagez les vidéos, ce serait super. Allez, salut à tous et à la prochaine.